Je présente maintenant notre collègue Jean-Pierre Poulain, professeur de sociologie, titulaire de la chaire Food Studies, créée conjointement par l'Université de Toulouse Jean Jaurès et la Taylor's University de Kuala Lumpur. Il conduit des recherches dans le champ de la sociologie de l'alimentation et de la santé et s'intéresse aux conséquences sociales, sanitaires et environnementales de la transformation des cultures et des habitudes sanitaires. Je vois qu'il travaille aussi, et je me sens un peu concerné, sur la sociologie de l'obésité. Et je remarque que c'est la seule communication de ce matin qui ne se présente pas sous forme de questions. Donc, Food Studies, civilisation et identité. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, merci aux organisateurs de cet événement de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et c'est absolument surprenant la façon dont vous avez orchestré le déroulement des communications, parce que je vais vous parler de l'alimentation et des relations que ça pourrait avoir éventuellement avec les développements de la génétique et de l'épigénétique. Claude Lévi-Strauss a fait un coup extraordinaire avec les structures élémentaires de la parenté, parce qu'il balaye d'un seul coup la vision évolutionniste, et puis il tente de refaire le coup avec les structures du culinaire. Le triangle du culinaire, l'origine des manières de table, l'homme nu. Toute une part de son œuvre, qui est d'ailleurs assez méconnue, parce qu'elle est difficile à saisir, parce qu'il y a moins de travaux que les travaux faits sur les structures de parenté. Je vais m'intéresser à cette question, et je vais alterner entre la perspective anthropologique et la perspective sociologique. Et je vais démarrer avec une anecdote. J'ai dirigé cet ouvrage et on s'est battu ou débattu autour du titre. Le titre que je souhaitais, c'était « Le fait alimentaire ». Et on avait toute une série de connotations sur le fait social, sur... Et puis, l'éditeur, au départ, pour des raisons un peu commerciales, trouvait que... en tout cas, ils étaient partagés entre la culture et le fait. Et puis, à la fin des débats, j'ai fini par céder. Non pas pour des raisons commerciales, mais pour des raisons conceptuelles. Et je vais essayer de vous proposer ce cheminement. Je vais le faire en 3 temps, en repartant un petit peu au moment de la fondation des sciences sociales, et en essayant de voir comment la définition du fait social est ambiguë pour essayer d'y placer l'alimentation. Dans un second temps, j'essaierai de voir cette vaste déclinaison des cultures au singulier, des cultures au pluriel, des civilisations au pluriel, au singulier, avec un grand C, un petit c, etc., qui constitue un élément qui va un peu dynamiter les perspectives évolutionnistes et hiérarchiques et nous amener à une autre lecture de la diversité. Et puis, je terminerai avec le concept d'espace social alimentaire que j'essaye de déployer pour réorganiser cette question. Vous savez, lorsque Émile Durkheim fonde la sociologie, et dans ce texte étonnant, qui est d'ailleurs une collection d'articles, il va essayer de définir en 2 temps le fait social. Dans un premier temps, il le définit de façon négative, en disant ce qui n'est pas un fait social. Et très vite, l'alimentation apparaît sous sa plume comme ne relevant pas de la définition du fait social, parce que, dit-il, trop biologique ou trop psychologique. Contextualisons, la psychologie vient de s'institutionnaliser, la biologie déjà depuis quelque temps, mais il s'agit, dans sa revendication territoriale, dans sa revendication de poser une nouvelle discipline, d'éviter les confusions. Voilà que l'alimentation est mise de côté. 2 pages plus loin. Voilà que maintenant il essaye de définir le fait social de façon positive. Qu'est-ce qui relève du fait social? Et là, il nous fait une définition de ce qui petit à petit va faire apparaître les manières de table, les mœurs alimentaires, comme relevant du fait social. On part d'une ambiguïté, donc, à la fois inclus, à la fois exclu du fait social. Dans un numéro de l'Homme, qui s'intitulait « Anthropologie, état des lieux », Françoise Paul Lévy a signé un article qui mérite notre attention, en tout cas pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Elle l'intitule
à la fondation de la sociologie l'idéologie primitiviste. Alors, il ne s'agit pas d'être dans des naïvetés, Lucien Lévy-Bruhl, pas du tout, hein, on n'est pas du tout dans cette lecture-là. On est dans une lecture qui, beaucoup plus finement, essaye de voir comment des résidus d'idéologie primitiviste existent dans l'organisation territoriale qui va s'opérer entre le programme donné à la sociologie et le programme qui va être confié à l'anthropologie. Un exemple, c'est de voir de ce texte de Durkheim où il va réfléchir sur la pensée magique qu'il conçoit comme possible dans la pensée primitive, mais comme impossible dans la pensée moderne. D'un côté, et c'est très étonnant, hein, on verra comment la question de l'incorporation sera récupérée bien plus tard par les sociologues de l'alimentation, mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui est du côté de l'anthropologie ou de l'ethnologie. Alors, on est dans une situation, malgré le fait social total de Mauss, qui va inclure une dimension pluridisciplinaire possible, dans cette définition un peu serrée du fait social, avec la causalité d'un fait social est à rechercher dans un autre fait social, hein, le principe d'autonomie du social, qui va être un peu bousculé par le fait social total. Mais on reste avec une situation assez particulière, inclus, exclu, et puis une répartition entre la sociologie et l'anthropologie. Dès lors, l'alimentation est un peu partout, mais comme un lieu d'indexation de problématiques sociologiques plus fortes. Le genre, et oui, les hommes et les femmes ne se répartissent pas de la même façon les travaux domestiques. La cuisine savante, la cuisine domestique se répartissent de façon différente. L'éducation, la transmission, et on va voir des travaux très intéressants. On va y venir tout à l'heure, le travail d'Alpwax, pour voir comment le repas quotidien participe à la transmission d'un certain nombre de valeurs. Alors, je vais passer à la deuxième question. Et je vais rentrer dans une série de travaux qui, petit à petit, vont fragiliser cette position et qui vont permettre l'émergence des études sur l'alimentation à partir des sciences sociales. Le premier, c'est Maxime Rodinson. Personnage un peu curieux, parce qu'il va faire, en fin de compte, dans une œuvre absolument extraordinaire. Il y a plus de 700 titres publiés dans une dizaine de langues. Il va faire en tout et pour tout 2 articles, et on peut lui en ajouter 2 autres, allez, on va dire 4 articles, qui touchent l'alimentation. Il y en a un qui est publié en 1949. Vous savez, on date assez régulièrement le démarrage des problématiques sur l'alimentation de Roland Barthes, de Lévi-Strauss, 63, 64, 49. 49, et c'est quelqu'un qui rentre dans l'académie par la petite porte. Il fait les langues zo par recrutement externe, il n'est pas bachelier. Il se retrouve à la Bibliothèque nationale et il veille sur les manuscrits arabes. Et là, il prend la mesure qu'il y a des livres de cuisine en pagaille. Et il va travailler sur ces livres de cuisine. Le premier texte est intéressant parce qu'il va d'une part faire la promotion d'un nouveau champ empirique, les livres de cuisine, se posant la question de leur statut. Est-ce que c'est une mise en mémoire? Est-ce que ce sont des pratiques? Est-ce que ce sont des propositions? Puis, surtout, il va essayer de comprendre comment se distribuent dans l'échelle sociale les pratiques culinaires. Et quand il va étudier dans un texte 20 ans plus tard les influences entre civilisations déjà avec un S, il va essayer de comprendre comment les influences entre civilisations participent de phénomènes de décalage, mais de décalage interne, c'est-à-dire comment la diffusion à l'intérieur de l'échelle sociale s'opère. Il commence à créer les conditions de la sociologisation de cette question. Nous étions auparavant dans des problématiques de diffusion en aire culturelle, connexion, avec un patrimoine intellectuel qui n'était pas négligeable. Mais le deuxième auteur, c'est Roger Bastide. Alors Roger Bastide,
il y va, il dynamite la civilisation au singulier, avec un livre qui est... alors, il n'est pas là, mais Les civilisations de l'Afrique noire. Le Condorcet de Bayard, où il va se retrouver dans une situation où il va voir s'entremêler des civilisations africaines, des civilisations, on va dire, européennes, chrétiennes, et un substrat sud-américain. J'en arrive à Norbert Elias et à la petite discussion que nous avions ce matin. D'abord, merci de cet éclairage qu'on a eu tout à l'heure. Et Norbert Elias, 1939, l'écriture de ce texte, c'est sa thèse, sa seconde thèse. À part une recension de Raymond Aron, ça passe totalement inaperçu. À discuter, mais il semblerait que ce soit Jean Bechler qui en fasse une édition en français chez Calman Lévy, et François Furet va promouvoir ce texte. On est à l'époque de l'histoire des mentalités, et voilà que les historiens trouvent dans les théories d'Elias des outils pour penser les relations entre les représentations sociales et l'organisation politique. Ce qui nous intéresse, Elias, ce qu'on va retenir ici, c'est qu'il va s'intéresser au processus interne de civilisation, c'est-à-dire au phénomène de copiage, distanciation entre des groupes sociaux à l'intérieur de la société. Il va s'intéresser bien sûr au comparatisme externe, mais je vais retenir plutôt la partie interne. Dans la partie interne, il nous décrit quelque chose que le bourgeois gentilhomme nous avait illustré. Copiage par les classes montantes, par la bourgeoisie, des pratiques de l'aristocratie qui commanditent à ses couturiers, à ses parfumeurs, à ses perruquiers, à ses cuisiniers, de nouvelles pratiques pour tenir à distance la bourgeoisie, qui copie à nouveau, etc. Et le système de la mode naît dans ce phénomène-là. Dans la même période, un autre personnage est important, qui est Richard Hogarth, avec cette mise au pluriel des cultures. Il va promouvoir, ou en tout cas mettre la focale sur l'intérêt des cultures populaires et l'intérêt de mettre en relation la culture avec un grand C et les cultures au pluriel. Alors, Pierre Bourdieu fera traduire ce texte en français, confiera la préface à Jean-Claude Passeron, et on a ici un héritage chez Pierre Bourdieu, à la fois d'Elias et à la fois de Richard Hogarth, avec à la fois le phénomène de copiage, distanciation entre les élites et les classes dominantes, mais la revendication d'une autonomie des goûts populaires discutés à l'intérieur même de son clan. Stéphane Meynell a réussi un tour de force de mettre autour de la même table Norbert Elias et Pierre Bourdieu. Vous savez que Pierre Bourdieu ne citait jamais Norbert Elias, et donc le tour de force, il est quand même de taille. On abandonne ses lectures, et bien évidemment, on a des phénomènes de copiage, de diffusion dans différents sens, et j'en reste là. Je vais donc maintenant passer sur le deuxième point, la question de l'ethnicité et des identités. Alors, j'ai remarqué que mes collègues, jusqu'à aujourd'hui, avaient mis la focale très sérieusement sur la question de la civilisation, des cultures, et que je ne sais pas pourquoi l'identité était passée à la trappe. J'ai une petite idée. Il y a quelques années, on se retrouve dans une ANR comme ça avec des collègues. On était au moment où le ministère de l'identité nationale avait été fait. Et là, tout le monde est mal à l'aise, en train de se dire, mais est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'il faut parler? Et on a la moitié qui dit, il faut arrêter. L'autre moitié qui dit, si nous, on ne s'en occupe pas, alors les usages sauvages de ce vocabulaire peuvent être faits. Et je suis plutôt de la deuxième partie. Je pense qu'il faut aller y chercher un petit peu comment le travail des sociologues, des anthropologues, alors, de tous ceux qui avaient précédé, les philosophes, ça a été un grand plaisir hier
de voir tout le travail qu'il y avait en amont. Alors, Frédéric Barthes, est très connu par, j'imagine, la majorité d'entre vous, nous rappelle qu'il y a 3 grandes grilles de lecture de l'ethnicité et de l'identité, l'essentialisme. L'identité aux frontières, c'est-à-dire que ce qui se révèle, c'est quand je suis en interaction avec des gens différents, et je dis tiens. Et puis, quelque chose qui aujourd'hui prend une dimension très très puissante, c'est la question de l'identité comme une ressource stratégique, revendicative, disant ben, et moi, j'ai droit aussi. Et on voit ici comment ces différentes lectures vont se développer. Alors il faut se méfier de l'essentialisme qu'on balaye très souvent de revers de main, parce qu'il y a des versions savantes de l'essentialisme, et puis il y a des contre-essentialismes qui ressemblent beaucoup à des essentialismes. Hier après-midi, ça m'a inspiré François Héran. Il fait la cantonade comme il sait faire par moment. Hein. Il dit, mais somme toute, les cultures, c'est une sorte d'essentialisme tourné vers le passé, et les civilisations, une sorte d'essentialisme tourné vers le futur. Alors, bien sûr, il y a un peu de caricature, mais enfin, c'est lumineux quand même. Il y a des choses à explorer. Et la mise au pluriel de ces choses-là, eh bien, elle présente un intérêt parce que ici, ça déploie la patrimonialisation des cultures et la multiplication des cultures. Et puis ici, ça opère un phénomène quand même d'ennoblissement des civilisations. Alors, la sociologie, je reviens 2 minutes, elle va être partagée pendant longtemps entre 2 lectures. La lecture que Alvax peut incarner, c'est-à-dire l'alimentation comme un lieu de lecture de phénomènes sociaux, ou ce qui va être incarné par Léo Moulin, c'est-à-dire l'alimentation comme lieu de construction des identités. Non seulement d'expression, mais de construction. Alors je vous propose ici juste une petite représentation quand notre sociologie, elle est un peu en tension entre ceux qui s'intéressent aux changements sociaux, plutôt ici, ceux qui s'intéressent plutôt aux invariants, hein, les structuralistes, des gens, et puis ceux qui s'intéressent plutôt à la question de l'autonomie du social, ou ceux qui sont prêts à s'engager dans des discussions avec les disciplines connexes. Et là, on voit comment se distribue la question de la culture et des civilisations, ou de la civilisation. On arrive à mon 3e point. Claude Fischler sera, avec Paul Rosine, Matti Kiva, un de ceux qui vont proposer de regarder à nouveau la question de l'incorporation comme un phénomène, comme un lieu où se construisent les identités. Je passe rapidement là-dessus. Et j'en arrive à la connexion avec l'Asie du Sud-Est et les hauts plateaux du Vietnam et les Mnongar, qui sont une de ces tribus qui vivent sur les hauts plateaux, près de Dalat, et qui sont une société matrilinéaire, matrilocale, celle que vous aimez, et avec un anthropologue qui, pour moi, est un des maîtres à penser, qui est Georges Condominas. Et Georges Condominas, dans cet ouvrage très particulier, qui est l'espace social à propos de l'Asie du Sud-Est, pour les sociologues qui seraient dans la salle, vous savez, il y a 2 manières de parler d'espace social. Il y a l'espace social de Pierre Bourdieu, qui est une manière de voir comment, dans l'espace d'une société, se distribuent des phénomènes. Et l'espace social de Condominas, c'est celui-là dont je vais parler maintenant. Il dit quelque chose d'assez étonnant. Il nous dit « Le régime alimentaire constitue un élément capital de l'espace social par la position centrale qu'il occupe dans le système de production, d'où il commande la technologie et l'économie du groupe. » Il renverse totalement une proposition qui nous laisse penser que nous mangeons ce que la nature met à notre disposition et que nous organisons notre rapport à l'environnement. Mais l'environnement est très, très fort. Et ces fameux types qui coupent les arbres pour produire du riz dans des contextes, situations un peu compliquées quand même, vont l'amener à faire une proposition un peu différente. Alors j'en arrive à l'espace social alimentaire, qui est un concept que j'ai développé à partir de l'espace social de Condominas, et qui part du fait que le statut d'omnivore, en fin de compte, nous laisse un grand espace de liberté. On est lié, je vais faire très vite, on est lié à 3 principales contraintes. La première, c'est des contraintes liées aux acides aminés. Nous ne sommes pas capables de synthétiser certains acides aminés,
qu'on appelle indispensable, il faut qu'il soit présent de façon plus ou moins simultanée dans la ration. Mais que ça vienne d'une intelligente combinatoire entre des céréales et des légumineuses, d'une cuisse de vache, d'une cuisse de poulet, de serpents, de chiens. À court terme, la biologie n'a pas grand-chose à dire. On va vivre. Donc on a un espace de choix. Deuxième élément, c'est les acides gras. On n'est pas capable de les synthétiser, il faut en avoir, mais on peut les trouver dans du poisson, on peut les trouver dans des végétaux, on peut les trouver dans des animaux. Le dernier, ce sont certains micronutriments que nous ne sommes pas capables de stocker plus ou moins longtemps. Et donc il faut qu'ils soient là de façon un petit peu récurrente. Ces contraintes nous laissent un espace de liberté assez fort. De cet espace de liberté, les sociétés vont jouer pour créer de la différence. Je personnifie un peu les sociétés, pas d'ambiguïté. Pour créer de la différence et créer de l'identité. Que l'on décide de ne pas manger de bœuf, que l'on décide de devenir végétarien, que l'on décide de ne pas manger de porc, eh bien, c'est quelque chose qui n'a peu ou pas de conséquences du point de vue biologique. Pour le végétarisme, il y a 2-3 choses à faire attention. Mais ça va en avoir toute une série du point de vue de l'organisation sociale, du point de vue de la construction des règles du partage, des règles de construction des identités. Alors, l'intérêt, le deuxième, c'est que nous subissons des contraintes écologiques. Les individus sont placés dans des niches. Mais la manière de... C'était très intéressant hier, vous voyez, c'est quand on a vu la présentation des Esquimaux, avec le igloo, avec des vêtements. Il manquait simplement une chose, c'est comment ils ont façonné leur système alimentaire pour s'adapter dans ce contexte incroyable. Manger le foie des phoques que l'on vient de tuer immédiatement pour récupérer les micronutriments et les vitamines qui sont stockés dans le foie, manger l'intérieur de l'estomac du phoque parce qu'il contient des poissons qui eux-mêmes ont dans leur estomac du plancton et qui fait un apport végétal. Incroyable adaptation du modèle alimentaire de ces populations. Et donc on va bien avoir une gestion de la niche et on a un modèle alimentaire. 2 minutes quand même sur les contraintes écologiques. C'est que l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de desserrement de ces contraintes. Et ce que nous dit Georges Condominas, c'est qu'en fin de compte, c'est ce que veulent manger les sociétés qui définit la façon dont elles vont organiser leur rapport à la niche. Très beau texte de Pierre Gourou sur l'Asie, qui montre comment les populations qui sont dans des endroits où on peut faire de la rizière irriguée sur des terrains plats, lorsque la densité démographique augmente, se mettent à monter dans les forêts, et à ce moment-là basculent sur d'autres systèmes beaucoup moins, avec des rendements beaucoup plus bas, et ils pourraient manger autrement. Mais ils veulent continuer à manger du riz. Et on a ici la définition du modèle. Alors, l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il permet de sociologiser un certain nombre de choses. C'est-à-dire de faire le tri entre l'ordre du mangeable, je peux tenir un discours sociologique dessus. Je peux tenir un discours sociologique sur la façon de faire la cuisine. L'ami Lévi-Strauss s'en est emparé. C'est très très compliqué, ce qu'il nous a proposé. J'ai passé ma thèse à essayer d'y réfléchir. C'est beaucoup plus compliqué que les parentés. Mais il y a des choses qu'on peut tenir. J'arrête là-dessus, mais surtout l'intérêt, c'est que ça ouvre la possibilité d'un dialogue. Alors d'un dialogue, tout d'abord, avec l'univers de la génétique et de l'épigénétique. Et puis ensuite, un dialogue avec les conséquences environnementales des choix alimentaires. J'avance là-dessus, 3 fenêtres sont en train de s'ouvrir, et on en a vu quelques-unes, même si elles s'ouvrent timidement. La première, c'est à l'échelle des génétiques des populations, de voir comment ce qu'ont mangé nos ancêtres pendant des générations a pu opérer une sélection dans un portefeuille de gènes disponible à un moment donné. Et on a une première lecture ici, sur laquelle des travaux commencent à s'opérer. La deuxième, c'est la question de
l'épigénétique, c'est-à-dire comment un certain nombre d'événements, parmi lesquels ce que va manger la mère lorsqu'elle est enceinte, peuvent avoir une influence sur l'expression des gènes au long cours. Enfin, la nutrigénomique s'intéresse à la façon dont les modèles alimentaires peuvent avoir une influence sur l'expression des gènes dans une échelle beaucoup plus courte, qui est l'échelle de la vie. Des débats, des controverses. On a développé un travail de recherche avec un de mes anciens étudiants, qui maintenant est chercheur au CNRS, sur la veille et l'analyse des controverses dans le domaine de l'épigénétique. C'est un domaine absolument passionnant, mais tous les 3 jours, il y a des nouveautés qui apparaissent. Ce qu'on constate, c'est que se prépare quand même un tournant environnementaliste dans l'univers de la génétique. Et que ce tournant environnementaliste, le dialogue avec les modèles alimentaires que nous annonçait notre collègue tout à l'heure, est quelque chose qui va monter en charge. Je passe maintenant à l'impact sur l'environnement. Et vous connaissez la théorie de la modernité convergente qui nous annonce que les styles de vie vont converger, s'occidentaliser, dit-on parfois. Et un certain nombre de macroéconomistes observent ça. Vous avez ici des données de consommation, et vous voyez des pays ici avec des tendances qui analysent des situations à une dizaine d'années d'écart. Alors bien sûr, il y a une convergence. Elle est très lisible. Sauf que si on se met à regarder comme ça, et qu'on regarde cette flèche qui correspond à un mouvement d'une population, et qu'on compare avec celui-là, on s'aperçoit que ça ne bouge pas quand même de la même façon. Et donc, à quoi on s'intéresse, c'est à ce qu'on a appelé des signatures culturelles des phénomènes de transition. Alors, la transition nutritionnelle, je vous passe les détails, on va s'intéresser à la façon dont les protéines végétales basculent, donnant une plus grosse partie des protéines animales. Vous voyez ici l'évolution du... Comment ça s'appelle en français l'indicateur économique national. La richesse des États, et vous avez ici l'évolution. Moins on est riche, plus il y a de protéines végétales, plus on est riche, plus il y a de protéines animales. Ça, c'est des travaux publiés par Adam Drenowski il y a déjà quelques années. Nous sommes en 1997. Et à cette époque, on n'a pas l'idée de réversibilité de ce phénomène. Ce phénomène, en réalité, quand on l'analyse, il est réversible. C'est-à-dire, dans les sociétés les plus développées, on voit la part des protéines animales qui se met à s'infléchir. Et on a ici un outil pour analyser, pour comparer les sociétés, mais pour faire une analyse interne des sociétés elles-mêmes. Je finirai ça avec ça. Vous avez ici la façon dont les rapports entre des protéines végétales venant des céréales, les protéines végétales venant des légumineuses et la part des protéines venant de la part animale vont se combiner en fonction du niveau de développement. Alors, on a ici des typologies qui se développent. Ce n'est pas du tout une évolution. C'est une typologie de la part des protéines végétales et de la part des protéines animales à l'intérieur du modèle alimentaire. Et on peut, avec ces outils-là, faire plusieurs types d'analyses. L'analyse classique consiste à repérer la part animale et la part végétale. On peut voir comment le poisson bouge dans cette affaire. Et surtout, après, on peut faire un profiling des protéines. Pourquoi ? Eh bien, parce que les protéines animales sont les catégories d'aliments sur lesquels les interdits culturels sont les plus fréquents. Interdits alimentaires, les tabous, les prescriptions, les systèmes de valorisation alimentaire aussi. Quand il n'y a pas de tabou, dans telle catégorie, on aime le canard, dans telle autre catégorie, on ne l'aime pas. La Malaisie dans laquelle je travaille, les Malais ne sont pas très friands de canard, alors que les Chinois adorent les canards. Et vous avez ici des manières d'opérer des différenciations, des marquages, qui vont jusqu'à des formes de dégoût. Et puis, ça introduit la problématique de la mort animale et de la question du sacrifice, dont je vous ai fait cadeau au tout début
de l'histoire de l'anthropologie, car le grand texte de Mauss sur le sacrifice des dieux aux dieux et le sacrifice du Dieu est un texte aussi qui réfléchit à l'orientation et à la transformation des sociétés. Bon, je saute tout ça. Tout ça, ça nous intéresse parce que ça nous permet de revisiter les théories de Malthus. Et ça nous permet de voir que si on transforme les populations dans le modèle de Malthus par le besoin alimentaire, c'est-à-dire le nombre de bouches à nourrir par le modèle alimentaire utilisé par ces populations, alors on voit qu'on a ici deux leviers, un levier qui a été très très utilisé, qui a augmenté la production, et un levier qui est modifié le rapport, les manières de manger. Alors, tout ça, ça donne un certain nombre d'éléments de réflexion. On n'est pas dans une lecture totalement naïve, c'est-à-dire l'idée qu'on avait dès les années 70, lorsque le Nouvel Obs lance un supplément qui s'appelle Écologiste, qui s'appelle Le Sauvage, et ce numéro du Nouvel Obs titre « Les militants du légume, préparons-nous à devenir végétariens ». On est dans les années 70. Et l'argumentation est celle que nous retrouvons aujourd'hui, qui est le rapport entre la manière de produire les protéines animales et les produits végétales. En fin de compte, ça nous intéresse. Voilà un très beau texte paru récemment. Ça nous interroge sur les façons de produire et sur les contextes dans lesquels on produit. J'ai évoqué cette question sur la façon dont se gère la mort animale dans les différentes sociétés. Je vais terminer avec la question des métissages. Dans l'équipe, on a un certain nombre de personnes qui utilisent la notion de créolisation comme une manière comme un concept issu de la linguistique, de la littérature, pour essayer de voir comment il peut être utile pour analyser le développement de systèmes complexes, de cultures alimentaires complexes. Et je voudrais présenter deux collègues ici, Patrick Cohen et Laurence Thibert, qui ont travaillé sur l'île de la Réunion, avec une particularité, donc ils étudient les différentes vagues migratoires qui amènent des modèles alimentaires différents, la façon dont ils vont se combiner. Il y a des rapports de genre, parce que les bonnes, au tout début, sont plutôt indiennes. On va avoir... Voilà, je vous passe ça rapidement. Je vous invite à lire ce remarquable texte. Et l'intérêt, c'est qu'ils mettent en évidence la façon dont cohabitent, dans une lecture politique, à l'intérieur d'un espace qui va être défini communément comme créole et sur lequel il y a des revendications d'appartenance, des sous-ensembles qui constituent comme des arrière-boutiques dans lesquels les acteurs gèrent des niveaux différents de l'identité. Je terminerai. Nous travaillons en Malaisie parce que la Malaisie, elle est intéressante parce que c'est une société multiculturelle. Elle est intéressante pour plein de raisons. Mais c'est une société multiculturelle avec une assignation de l'ethnicité. C'est-à-dire sur la carte d'identité des gens, il y a marqué chinois, il y a marqué indien, il y a marqué malais. Et donc on travaille avec l'assignation, mais on travaille aussi avec la manière dont ils se définissent. Je suis Chinese, Malaysian, freethinker. Alors je suis musulman, malais, malaisien. Et la façon de hiérarchiser les éléments qui vont définir l'identité et les niveaux d'appartenance est tout à fait intéressante. Et je voudrais juste terminer avec ça. En quoi ça sert, ce travail sur la culture? Vous savez, les sociologues, ils se débattent avec l'idée, comment je vais faire le tri entre la hiérarchie sociale, qui se définit par des ressources, qui peuvent être de l'éducation, des ressources économiques, des ressources, un capital social de relations, et des variables d'appartenance culturelle. Et on a ici une analyse de la transition en Malaisie.
Et vous voyez par exemple ici, vous voyez les Indiens, plus ils deviennent riches. Donc ça, c'est les Indiens, les pauvres, middle class, les plus riches. Plus ils deviennent riches en Malaisie, les Indiens, et plus ils mangent de protéines animales. Les Chinois, plus ils deviennent riches, moins ils mangent de protéines animales. Et vous avez ici des variables de position sociale et des variables d'appartenance à des cultures qui sont actives. J'en arrête là, juste avec l'idée que cette diversité des cultures alimentaires, c'est une richesse. Comme la biodiversité, cette diversité qui s'articule sur une ethnodiversité, elle constitue dans le challenge qui nous attend, qui est le challenge de la faim, elle constitue une ressource. Si jamais nous avions tous nos œufs dans le même panier, en mangeant tous du riz, ou tous du blé, ou tous du porc, on devient extrêmement fragile. Dérèglements climatiques, mauvaise saison, conflits territoriaux. Plus il y a une diversité alimentaire, et plus la manière d'affronter la situation est aisée. Merci de votre attention.